c'est l'exception, une femme autochtone qui n'a pas vécu de violence, parce qu'on en a presque toutes vécu. J'ai grandi dans un milieu dysfonctionnel, un environnement où il y avait beaucoup d'alcool, de drogue, de violence. Ma mère, elle était victime de violences conjugales par son conjoint. Et ce conjoint-là, dès l'âge de 4 ans, m'a agressée sexuellement là, jusqu'à l'âge de 12 ans. J'ai grandi avec ce désir-là d'apporter justice, d'enrayer cette violence-là. C'est important de briser ce cycle-là parce que cette violence-là, elle part du colonialisme, elle part surtout beaucoup avec l'avènement des pensionnats indiens où nos enfants étaient arrachés à leur famille, se faisaient interdire de parler leur langue, de se parler entre frères et sœurs, se faisaient agresser sexuellement, physiquement, psychologiquement, et c'est transmis de génération en génération. Et c'est très difficile de briser un cycle comme ça. Très tôt, j'ai compris qu'une des façons de venir en aide à mon peuple, c'était de devenir avocat. Tout ce qui s'est passé dans ma vie à un niveau personnel m'a permis d'être l'avocate que je suis, m'a permis d'avoir cette connexion-là avec les victimes, de comprendre les victimes, d'avoir cette empathie, cette compassion, et même envers les accusés, qui fait en sorte que moi, dans cette commission-là, en tant que procureur, mon approche, elle est différente. Vous savez, en algonquin, le mot avocat, on dit kanakui tamagej. Ça veut dire qui aide à témoigner. Et moi, c'est vraiment comme ça que je le vois, mon rôle. J'aide à témoigner. Donc, ce mandat-là est extrêmement large et extrêmement important. Parce que ça ne porte pas simplement sur les femmes qu'on a perdues, mais ça porte sur toute la violence qui est vécue, passée et actuelle. Je veux pouvoir regarder ma fille dans les yeux et lui dire que moi, en tant que femme, en tant qu'autochtone, j'ai tout fait en mon possible pour lui donner un avenir meilleur, pour qu'elle soit en sécurité, que c'est pas parce qu'elle était femme et autochtone qu'elle était enclin à vivre plus de violence. J'ai parcouru le pays d'est en ouest, du nord au sud. Oh mon Dieu, je ne sais pas, des milliers de kilomètres. Et puis, ce qui m'étonne dans ce travail-là, c'est que je peux entendre une histoire à l'est du pays complètement et je vais retrouver le même type d'histoire dans l'ouest. J'ai toujours su que même moi, ma propre histoire, j'étais pas seule. Ce que je vivais, des milliers d'autres à travers le pays le vivaient. Je me rappelle à chaque fois, c'est pour elles, c'est pour eux que je fais ce travail-là. C'est la première fois que je la retrouve depuis son témoignage et de la voir aussi forte et remplie de sagesse à chaque fois, ça vient confirmer à quel point ce processus-là est important. C'est important d'entendre les familles. Moi, ce que j'en retire, c'est l'humain, c'est l'être humain d'abord et avant tout. Chaque avocat en ressort de plus en plus grandi. I watched my testimony and when it was posted and I had computer trouble, so I'd get a few phrases, it would stop. And I was like looking at someone else saying, wow, does she have a lot to say? And I wasn't critical of how I looked or whatever. It was what I was saying, these things that came out of me, because I went to the inquiry with a script, and what came out of me was 2 hours of constant, slow, calm conversation. I went, wow. I was amazed. And I tell people, you can do that too. You just got to keep talking about your pain so it leaves your body. Otherwise, you're just carrying that. And it'll manifest in another way, not so healthy. It's bigger than me, I say. It's bigger than me. So, you know, the Creator picks champions to show people, to give a face. You know, all my life I heard about all the atrocities and I saw all the anger and frustration from my people. And I thought there has to be a voice that can talk to everyone and touch their heart and make them all aware that, you know, we're all in this together and we have to learn to live in peace together. That's all we have to do. Yeah. So, I'm the face of
healing, I like to say. And healing is something I do every day. You know, I wake up in the morning and I give thanks for another day that I have. And that's been my journey for 3 years. And it's an amazing journey. Et ces familles-là ou ces survivantes-là sont toujours comme très reconnaissantes envers moi, mais elles savent pas à quel point c'est elles qui m'apportent tellement de choses. Je m'attendais pas à ça. Je le savais que oui, je participerais à l'histoire, à écrire un chapitre de l'histoire du Canada, mais je pensais pas que ce serait à ce niveau-là, que j'en ressortirais avec autant de partage. Je ressors de ce mandat-là avec des grandes amitiés pour la vie. Ça, je le sais maintenant. Donc, pour la première fois de ma vie en tant que procureur, je me retrouve des fois à pleurer en pleine audience. Et au début, j'ai essayé de combattre ça. Puis à un moment donné, je me suis dit non. Leur histoire, c'est mon histoire à moi aussi. Et donc, moi aussi, je guéris à travers leur guérison. Et je me permets, moi aussi, de verser des larmes. Je me permets, moi aussi, d'être une femme avant d'être une avocate, avant d'être procureur de cette enquête. Nous, les Autochtones, dans nos systèmes de justice, parce qu'on en avait avant l'arrivée de l'homme blanc ici, notre système de justice est axé sur la réparation et non sur le punitif, comme le système de justice blanc ou canadien aujourd'hui. Donc moi, je regardais la victime, je regardais aussi l'accusé. C'est important pour nous, les Autochtones, non seulement de prendre soin des victimes, mais des accusés aussi, de vraiment travailler à la source pour guérir cet accusé-là, afin que cet accusé-là aussi ne récidive pas. J'ai travaillé avec les 31 communautés autochtones au Québec en les aidant à installer des initiatives de justice en matière de justice alternative et réparatrice. Et quand un individu passe par le système de justice et va passer par le milieu carcéral, il va récidiver. Et la littérature démontre que lorsqu'il passe par un chemin de justice réparateur, justice alternative, il récidive beaucoup moins. Et le taux de récidive est réduit, sinon de moitié. Et les Autochtones, on est vraiment les précurseurs en matière de justice réparatrice et alternative. Et ça, je pense que c'est important de le ramener. Plusieurs des accusés, au moment de la sentence, étaient référés au cercle de justice qui existe au sein du Nunavik, chez les Inuits et chez les Cris. Et ce cercle de justice-là, eux, sont à même là, de rencontrer l'accusé et vont proposer une sentence au juge, qui peut être, par exemple, d'aller suivre une thérapie en forêt, pour retrouver son identité, pour retourner à la source, retourner au fond de lui, pour guérir. Françoise, elle est venue raconter qu'en fait, sa sœur et son petit frère ont été amenés dans un hôpital, un endroit qui est censé nous soigner. Et la petite sœur de Françoise, elle était rentrée pour une piqûre d'abeille. Et quelques jours après, les enfants sont transférés sans le consentement des parents. On ne sait pas trop où ils ont été transférés. Les parents ne reçoivent pas l'information. Le petit garçon, son petit frère, l'information que ses parents reçoivent, c'est qu'il est décédé quelques jours après son admission à l'hôpital. Mais il n'y a pas de corps, il n'y a pas de certificat de naissance. Et les parents ont toujours senti qu'ils n'étaient pas morts, qu'ils étaient à quelque part en vie ou on ne sait pas. Et ce que Françoise a pu faire, c'est qu'elle a été capable de faire des recherches. Elle a retrouvé sa sœur 30 ans plus tard, à 1000 kilomètres de la ville où sa petite sœur avait été hospitalisée. Elle a été retrouvée dans un état végétatif, alors que cet enfant-là, c'était un enfant qui courait, qui marchait, qui parlait. Et ce qu'elle a découvert pour son petit frère, c'est qu'en fait, il serait mort dans le même hôpital que sa sœur, mais 5 ans plus tard. Donc, qu'est-ce qui s'est passé toutes ces années-là en milieu hospitalier, où on est censé prendre soin de tes enfants et ils disparaissent comme ça?
Alors que c'est ce qui s'est produit pour plusieurs familles autochtones ici au Québec. C'est ce qu'on a découvert suite aux travaux de l'enquête. Son témoignage a été vraiment percutant. Il m'habite encore beaucoup parce que notamment on a pu l'entendre lors de son témoignage. D'abord, quand ils l'ont retrouvé, les médecins lui ont dit ça sert à rien de venir la voir, elle vous reconnaîtra pas. Mais quand François s'est présenté avec sa mère, 30 ans plus tard, Émilie, sa sœur, elle regarde sa mère et la première chose qu'elle dit, c'est « Maman ». Donc, elle reconnaît sa mère immédiatement. Et ça, moi, ça m'a complètement bouleversée. J'en parle, puis j'ai de la misère à retenir mes larmes encore, comme à chaque fois. Parce que ça vient chercher mon cœur de maman, ça vient chercher mon cœur de femme, mon cœur d'autochtone. Et ce que je trouve, une des plus grandes violences qu'on peut faire à une femme, c'est de retirer son enfant comme ça.